C'est une belle nuit d'été. Vous êtes sous un ciel étoilé. En levant les yeux, vous vous sentez tout petit. Et là, on se demande, qu'est-ce qui peut bien exister là-haut? Un jour, on sera obligé de répondre à cette question. Nous le savons, notre Terre ne va pas exister éternellement. Tôt ou tard, nous autres humains serons contraints de partir ou mourir. D'explorer l'univers jusqu'à son extrême limite. Découvrir ses merveilles. Affronter ses dangers. De chercher parmi des milliards de nouveaux mondes un seul qui puisse nous accueillir. Aller à l'encontre de phénomènes ou même de créatures dont l'étrangeté dépassera notre imagination. Assister à la naissance et à la mort des étoiles. Serons-nous capables d'affronter cet univers? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. C'est ici que commence l'espace, à quelques kilomètres au-dessus de nos têtes, à pas plus d'1 heure de trajet. En bas, sur Terre, la vie suit son cours. On est pris dans la circulation, on vend, on achète des actions, les flash infos se succèdent. Les ondes radio de quelques milliers de stations font le tour de la planète et se propagent dans l'espace. Il est temps pour nous aussi de nous jeter dans le vide, commencer ce périple qui nous mènera aux confins de l'univers. Première étape, la Lune. Si de nombreux astronautes ont pu voyager dans l'espace, peu ont eu la chance de marcher sur la Lune. Quand les astronautes des missions Apollo communiquaient avec la Terre, leur message mettait plus d'1 seconde à arriver. Ils allaient pourtant à la vitesse de la lumière, 300 000 km à la seconde. Ainsi, dans la salle de contrôle, on entendait tout ce qui se passait en léger différé. Si le délai entre la Terre et son satellite est d'1 seconde, alors imaginez quels seront les délais pour communiquer depuis les limites de l'univers. Pas quelques secondes, mais quelques milliards d'années. Le module lunaire de la mission Apollo 11. Les premières empreintes de pas de Neil Armstrong. On pourrait croire qu'elles datent d'hier. Et comme il n'y a pas de vent sur la Lune, elles pourraient fort bien rester intactes des millions d'années. À notre tour maintenant de faire un bond de géant. Il nous emmène là où aucun homme n'est jamais allé. Voici qu'apparaît, surgissant des ténèbres, la déesse de l'amour, Vénus. L'étoile du matin,
l'étoile du soir. Vénus est la planète la plus brillante de notre système solaire. Ses immenses nuages dorés reflètent la lumière du soleil. Elle est un peu la sœur de notre planète. Toutes deux ont sensiblement la même taille et la même gravité. Toutefois, la sonde spatiale Vénus Express nous apprend que ces nuages étincelants sont constitués d'acide sulfurique et que son atmosphère contient 96% de dioxyde de carbone. Vénus est une déesse irascible. L'air y est toxique et la pression insupportable. La température avoisine les 500 degrés. Un court séjour ici et nous serions terrassés par la corrosion, asphyxiés, écrasés sous la pression, grillés comme des marrons. Il n'y a rien qui puisse survivre ici. En voici un exemple parlant. Cette sonde soviétique, Venera, dont le blindage n'a pas résisté à l'atmosphère de Vénus. Vénus, si belle depuis la Terre, révèle vu de près un visage monstrueux, criblé de milliers de volcans. Le dioxyde de carbone qui sature son atmosphère emprisonne la chaleur du Soleil et génère un effet de serre d'une puissance démesurée. Peut-être Vénus était-elle plus calme, à l'instar de sa sœur la Terre, avant de subir ce réchauffement planétaire. Si cela est vrai, tel est peut-être l'avenir de notre planète. Un avenir forgé par le Soleil. Il exerce sur nous une attraction fatale. Poursuivant notre route vers l'astre lumineux, nous croisons à présent Mercure, la plus petite planète du système solaire. Voici ce qui arrive quand on s'approche trop près du Soleil. Ici, l'amplitude thermique est extrême. La nuit, la température moyenne est de moins 170 degrés, mais le jour, elle monte à plus de 400 degrés. Tour à tour brûlée et congelée, Mercure est aussi couverte de cicatrices qui semblent témoigner de son passé violent. La sonde spatiale Messenger nous apprend une chose étrange. Malgré sa petite taille, cette planète a une force de gravité très importante. Elle doit être plus lourde qu'il n'y paraît. C'est en quelque sorte une énorme boule de métal, recouverte d'une fine couche de roche. Le noyau de ce qui fut jadis une planète d'une taille plus imposante. Mais alors, où est donc passée l'enveloppe? Une planète errante a peut-être percuté Mercure dans un passé lointain, lui arrachant une grande partie de son manteau. Résultat, cette planète a très forte composante métallique. Le Soleil, dans toute sa splendeur hypnotique. Nos moindres faits et gestes sont tributaires du Soleil. Nos vies en dépendent entièrement. Tout au long de l'histoire, au fil des civilisations, il a été le pivot autour duquel gravite toute forme de vie sur Terre. Il porte nos récoltes à maturité, définit le rythme de nos journées, nous inspire nos croyances.
Nous sommes à 150 millions de kilomètres de chez nous. Il faudrait 20 ans pour faire le voyage en avion. Si la lumière du Soleil s'éteignait maintenant, les habitants de la Terre ne s'en apercevraient que 8 minutes plus tard. La taille du Soleil est si imposante qu'il pourrait contenir 1 million de fois la Terre. Sa masse est telle qu'il exerce sa force de gravité sur l'ensemble du système solaire. Nous le voyons chaque jour dans notre ciel. Sa présence familière nous rassure. Mais vu de près, il est méconnaissable. Une mer tumultueuse de gaz incandescents. La température grimpe au-dessus de 5000 degrés. Au centre du noyau, elle doit probablement atteindre plusieurs dizaines de millions de degrés. Une chaleur suffisante pour déclencher une réaction nucléaire transformant à chaque seconde des millions de tonnes de matière en énergie. Davantage que toute l'énergie que l'homme ait jamais produite. Sur Terre, cette énergie nous procure de la lumière et nous réchauffe. Mais quand on se trouve tout près de lui, le Soleil n'a rien de réconfortant. Son activité électrique et ses puissants champs magnétiques provoquent d'énormes boucles de gaz incandescents, les protubérances. Chacune d'entre elles dégage plus d'énergie que 10 millions de volcans. Si l'on faisait passer la Terre par une de ces boucles, il resterait de la place pour plusieurs planètes du même gabarit. Quand elles se forment, ces boucles déchirent la surface. Elles dévoilent les couches inférieures, produisant ainsi les taches solaires. Si ces zones présentent un aspect plus sombre, c'est parce que la température y est légèrement moins élevée. Elles sont d'une taille colossale. Leur diamètre peut atteindre pas moins de 50 000 kilomètres. Une éruption solaire, un flux de plasma, mélange de gaz et de particules électriques, projette dans l'espace ses radiations d'une intensité foudroyante. Mais le jour viendra où le Soleil aura épuisé son carburant. Alors il mourra, et avec lui mourra toute forme de vie sur Terre. Si le Soleil a créé la vie, il peut aussi la détruire. Il est impératif de garder ses distances. Nous allons donc quitter notre étoile pour nous diriger vers les confins de notre système solaire. Voyez cette comète. Elle est passée trop près du Soleil. La chaleur l'a littéralement fait bouillir. Ces molécules surchauffées forment une chevelure qui s'étire sur des millions de kilomètres. Mais il gèle à pierre fendre à l'intérieur. Aucun doute possible. Cette comète ne peut venir que des profondeurs glacées de l'espace. Cette vapeur, ces geysers, ces nuages de poussière, c'est là encore l'action du Soleil qui fait fondre le noyau gelé de cette comète. Il s'agit d'une sorte d'énorme boule de neige sale, recouverte d'une couche irrégulière de goudron. Ce goudron pourrait être constitué de molécules organiques conservées sur ce noyau glacé depuis, qui sait, peut-être depuis la naissance du système solaire. Si une comète comme celle-ci s'est écrasée sur la Terre en formation il y a des milliards d'années, elle a pu y déposer l'eau et les molécules nécessaires à l'éclosion de la vie. Nous, humains, en sommes peut-être le résultat.
Mais imaginez qu'elle s'écrase aujourd'hui sur notre planète. Il suffit de penser aux dinosaures, exterminés suite à la chute d'une comète ou d'un astéroïde, il y a 65 millions d'années. Autant dire qu'il y a péril en la demeure. Ce n'est qu'une question de temps. Un jour ou l'autre, nous pourrions connaître le même sort que les dinosaures, à moins de trouver la parade qui nous en préserve. Nous sommes à l'abri sur notre planète. Pour l'instant. Mais si la vie sur Terre était menacée, il nous faudrait partir à la recherche d'un autre endroit où habiter. Parmi les millions, les milliards de planètes qui existent, il doit bien s'en trouver une ni trop chaude ni trop froide, avec une atmosphère respirable, de la lumière, de l'eau. La planète rouge. Impossible de s'y tromper, c'est Mars. Nous l'avons scruté pendant des siècles, espérant y trouver des traces de vie. On pourrait se croire en pleine science-fiction, mais à ce jour, les astronomes pensent que c'est sur Mars que l'on a le plus de chances de trouver une forme de vie extraterrestre. Ils l'observent, ils l'examinent, ils la sondent. Plus que toute autre planète, Mars nous a toujours captivés et inspirés. Il suffit de voir le nombre de films de science-fiction ou de bandes dessinées qui mettent en scène des Martiens. Il s'agit là de pure fiction, bien entendu. Et si pourtant nous trouvions quelque chose sur Mars, alors cette matière vivante se développerait sur une planète morte. Car l'évolution qui a fait de la Terre une planète habitable s'est arrêtée sur Mars il y a des centaines de millions d'années. Mars, la planète rouge, est morte. Ce n'est plus qu'un fossile géant. Mais il y a du vent ici. Des tourbillons de poussière gigantesques, plus grands que nos tornades les plus énormes. Et là où il y a du vent, il y a de l'air. De l'air qui pourrait donc permettre une vie extraterrestre. Mais cet air-là est irrespirable pour l'homme. Il est saturé de dioxyde de carbone. De plus, quasiment dépourvu d'ozone, il ne filtre pas les rayons ultraviolets. Et puis, il fait froid. La température peut descendre à moins 80 degrés. On y trouve de l'eau, mais sous forme de glace, dans le sol, au pôle et aussi dans l'atmosphère sous forme de neige. On a du mal à imaginer une quelconque forme de vie ici. Sur Terre, certains organismes survivent à des températures extrêmement basses ou élevées, ainsi que dans l'obscurité des fosses sous-marines. La vie trouve toujours le moyen de s'adapter aux conditions naturelles les plus défavorables. Mais sur Mars, où aucune activité géologique ne permet d'enrichir le sol en minéraux et éléments nutritifs, où l'eau reste à l'état de glace faute de chaleur, et avec cette poussière qui recouvre tout, il ne semble guère y avoir beaucoup d'avenir. Sur la surface de cette planète, on peut voir quelques sites naturels d'une dimension colossale. Impossible de les rater. Voici Olympus Mons, un gigantesque et ancien volcan, 3 fois plus haut que l'Everest. Sa base est si large qu'elle pourrait quasiment recouvrir l'Espagne. Il ne présente aucun signe d'activité. Découvert dans les années 70, ce volcan est considéré comme éteint. Ces dernières coulées de lave se sont répandues il y a bien longtemps et sont criblées d'impacts de météorites. À moins que finalement, ce monstre ne soit qu'endormi. Dans ce cas, il pourrait y avoir du magma en fusion sous la croûte qui le recouvre. Et si activité volcanique il y a, alors l'eau contenue dans le sol pourrait dégeler et la vie pourrait peut-être germer.
Comparé à celui-ci, le Grand Canyon du Colorado n'est guère plus impressionnant qu'une fissure sur la chaussée d'une route de campagne. Sur Terre, Valles Marineris traverserait tout le continent américain d'est en ouest. Il montre des signes d'érosion, semblables à des lits de rivières asséchées. Des éruptions volcaniques ont pu faire fondre l'eau gelée du sol qui se serait écoulée dans ce gigantesque canyon. Si l'on peut trouver de l'eau sur Mars, il y a des chances que l'on y trouve de la vie. La recherche est lancée. Ce robot qui arpente ces vastes territoires dévastés a été envoyé par la NASA. Son nom, Opportunity. Sa mission ? Collecter des preuves que ces plaines désolées étaient autrefois des lacs et des océans où la vie aurait pu trouver refuge. Regardez ce ravin. Les sondes qui tournent en orbite autour de Mars en repèrent toujours de nouveaux. Encore un indice que Mars est susceptible d'être bien vivante. Il se pourrait qu'il y ait de l'eau dans son sous-sol. De l'eau qui aurait creusé ces ravins et qui pourrait y abriter des formes de vie. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à les trouver. Mais il existe une autre théorie concernant la vie sur Mars, selon laquelle un astéroïde aurait percuté la planète. La collision aurait projeté des fragments de matière porteurs de micro-organismes dans l'espace, et entre autres, sur la Terre en formation. Ces fragments lui auraient apporté les semences de la vie. En effet, il se pourrait que Mars soit à l'origine de la vie sur Terre. Si c'était vrai, alors nous serions tous des Martiens. Nous pensions avoir affaire à une planète morte, mais elle est peut-être bien plus vivante que nous l'imaginions. Mars, sans doute la planète la plus étudiée du système solaire, n'en finit pas de nous étonner. L'espace nous réserve certainement d'autres surprises qui ne demandent qu'à être découvertes. On se croirait catapulté dans un jeu vidéo géant. Ce sont des astéroïdes. Certains ont une envergure de plusieurs centaines de kilomètres. Celui-ci doit bien faire 30 kilomètres. Mais regardez ça. Il n'a pas dû être facile de se garer sur un astéroïde qui se déplace à 80 000 km/h. Que d'efforts pour étudier un de ces vulgaires rochers. Il arrive fréquemment qu'ils se percutent entre eux, et ils font alors pleuvoir les météorites sur Terre. C'est avec des rochers comme ceux-ci que les planètes se sont formées, y compris la nôtre. L'étude des météorites retrouvés sur Terre nous permet donc de pouvoir dater la naissance des planètes. 4,5 milliards d'années. Ils constituent en quelque sorte les actes de naissance de notre système solaire. Mais ces rochers-là ne se sont pas transformés en planètes. La force qui les en a empêchés doit être d'une puissance considérable.
Effectivement, Jupiter est un monstre, au moins 1000 fois plus grande que la Terre. Elle est tellement massive que toutes les autres planètes pourraient y loger. Un corps de cette dimension doit exercer une très forte influence sur son entourage. La force de sa gravité a empêché les astéroïdes de former une planète. Cette géante est en majeure partie composée de gaz. Si l'on voulait s'y poser, il est probable que l'on traverserait les couches successives sans rencontrer de matière solide. Jupiter est de toute beauté, oui, et elle le doit à la violence de son climat. Elle tourne sur elle-même à une vitesse phénoménale, déclenche des vents de plusieurs centaines de kilomètres/heure, triture les nuages qu'elle déforme en longues bandes, en tourbillons, et en ceci, la célèbre grande tache rouge. La tempête la plus spectaculaire de tout le système solaire. Elle mesure environ 3 fois la taille de la Terre et se déchaîne depuis plus de 300 ans. Toutes ces turbulences nuageuses génèrent un orage permanent. Un simple éclair est 10 000 fois plus puissant que ceux de nos orages terrestres. Si l'on tient à voir Jupiter, il semblerait que le mieux, le plus sûr, soit d'observer une certaine distance. Vous avez vu ces lumières? Elles ressemblent à nos aurores boréales qui dansent dans le ciel polaire. Mais elles sont aussi belles que mortelles. C'est le puissant champ magnétique de Jupiter qui génère ces radiations jusque dans l'espace. Attractive de loin, terrifiante de près. Dans l'espace, les apparences sont trompeuses. L'univers est pétri de contradictions. Nous devons poursuivre avec prudence en louvoyant au milieu de quelques 62 satellites qui gravitent autour de Jupiter. Celui-ci, multicolore, a pour nom Io. Mais à l'instar de Jupiter, sa beauté est superficielle. Ses couleurs chatoyantes sont celles des roches en fusion, du soufre et des volcans qui crachent leurs cendres incandescentes à des centaines de kilomètres. L'attraction phénoménale de Jupiter fait subir à Io des tiraillements d'une telle intensité que cela provoque la fusion des matières qui la composent. Jusqu'à présent, notre voyage aux confins de l'univers ne nous a permis de trouver ni trace de vie, ni endroit où nous pourrions nous établir. Mais il reste d'autres planètes, d'autres satellites à explorer par-delà le vaste horizon cosmique. Comme celui-ci, il s'agit d'Europe, un des multiples satellites de Jupiter. Il se trouve à 650 millions de kilomètres de notre planète. Quel endroit étrange. Pourtant, bizarrement, il nous rappelle quelque chose. On dirait un peu l'Arctique, avec cette sorte de banquise, ses stries, ses crevasses. Et si la ressemblance ne s'arrêtait pas là? Si cette banquise flottait, elle aussi, sur de l'eau liquide? Une hypothèse qui ouvre des perspectives. Mais à 800 millions de kilomètres du Soleil, Europe doit certainement être gelée dans sa totalité. À moins que la force de gravité de Jupiter ne provoque un dégagement de chaleur interne et empêche Europe de se solidifier complètement, permettant ainsi à la vie de se développer dans l'eau sous son manteau de glace. Il y a peut-être des extraterrestres à quelques mètres là-dessous. Tout un écosystème de micro-organismes, de crustacés, peut-être même des mollusques.
La seule chose qui nous empêche de savoir si nous sommes en présence d'une vie extraterrestre, c'est cette couche de glace. Mais tant qu'une mission spatiale ne sera pas venue percer sa banquise, Europe restera l'une des grandes énigmes du système solaire. De tout temps, cette planète a enflammé notre imagination et peuplé nos rêves. Et elle est là, devant nous, tournant sur elle-même. Saturne, le joyau sur la couronne du système solaire. Cette planète a quelque chose de magique. Cette gigantesque boule de gaz est tellement légère que si on la posait sur l'eau, elle flotterait. Ces célèbres anneaux emblématiques, qui pourraient couvrir la distance de la Terre à la Lune, ne font pourtant que quelques centaines de mètres d'épaisseur. Voici l'orbiteur Cassini. Cette sonde capte, entre autres, des émissions radio naturelles, peut-être générées par les aurores boréales qui se forment au pôle de Saturne. Il s'agit donc là de la véritable musique des sphères. Cassini nous apprend que ces anneaux pourraient être les vestiges d'un satellite mis en pièces par la force d'attraction de Saturne. Un phénomène d'une beauté sans égale, fruit d'une destruction massive. Des éclats de glace par milliards. Leur dimension varie de la taille d'un glaçon à celle d'une maison. Ils se percutent, éclatent en morceaux, puis s'assemblent à nouveau. On croirait voir une représentation de notre système solaire en formation. Un amas de poussière et de gaz tournant sur orbite autour du Soleil, jusqu'à ce que la magie de la gravité opère et agglomère tous ces éléments. Et c'est à partir de fragments tout comme ceux-ci que notre planète est née. Tout objet qui décrit une orbite autour de Saturne est par définition un satellite. Du moindre fragment de glace à cet objet céleste, un satellite plus grand que notre Lune, Titan. Il est enveloppé d'une épaisse couche de nuages orange. Mais il semblerait qu'en dessous, il y ait une atmosphère, avec des vents, des pluies et même des saisons. Et aussi des rivières, des lacs et même des océans. Jusqu'à présent, c'est l'endroit qui ressemble le plus à la Terre. Sauf que ce n'est pas d'eau qu'il s'agit, mais de méthane liquide. Les réserves de méthane de Titan seraient plusieurs centaines de fois supérieures à toutes celles de pétrole et de méthane terrestre. Si nous pouvions le rapporter sur Terre, il y aurait de quoi approvisionner nos villes et nos véhicules pendant des milliers d'années. À moins qu'un jour nous puissions l'utiliser ici même pour approvisionner une colonie en énergie, en supposant qu'il n'y ait pas déjà de vie sur Titan. La sonde Huygens a été parachutée depuis l'orbiteur Cassini afin d'étudier la question. Les données recueillies montrent la présence de molécules organiques dans le sol, mais à une température de moins 180 degrés. Il est impossible qu'elles permettent à la vie de se former, à moins que Titan ne finisse par se réchauffer. Il est prévu que la température du Soleil augmente. Alors, il se pourrait que la vie éclose sur Titan, exactement comme sur la Terre, il y a des milliards d'années. Quand la Terre sera devenue trop chaude, peut-être partirons-nous sur Titan. Un jour, ce lointain satellite pourrait devenir notre planète. Notre planète.
Maintenant, elle se trouve au moins à 1 milliard de kilomètres. Au-delà de cette limite, la Terre ne sera plus dans notre champ de vision. Absolument rien de ce qui se trouve ici n'est visible à l'œil nu depuis la Terre. Nous nous dirigeons vers la partie la plus éloignée de notre système solaire. Des régions mystérieuses dont on ignorait tout jusqu'à très récemment. C'est un peu comme si l'on plongeait dans les profondeurs de l'océan. Uranus. On a découvert ces anneaux seulement en 1977. Allez voir, cette planète géante semble avoir été complètement déviée de son axe de rotation, comme si elle avait été percutée il y a bien longtemps par un astre errant. On se sent vraiment très loin de chez nous, ici. Mais en fait, nous ne sommes guère éloignés du rivage. Nous avons déjà parcouru plus de 2 milliards de kilomètres. Si l'on réduisait la Terre à la taille d'un petit pois, cela représenterait moins de 2 kilomètres. Il nous faut multiplier cette distance par 10 000 pour atteindre les limites du système solaire. Et voici que se profile dans l'obscurité un autre étrange corps céleste. Il s'agit de Neptune, le dieu de la mer. C'est une planète d'apparence paisible. Mais cette tache que vous voyez est un cyclone assez grand pour engloutir la Terre. Des vents de 1500 km/h y donnent libre cours à leur fureur. Sur Terre, les vents sont liés au rayonnement du Soleil. Mais Neptune, elle, est beaucoup trop loin. C'est donc autre chose qui déclenche ces vents violents. Mais quoi? On ne l'a pas encore découvert. Nous nous enfonçons encore plus loin vers les limites du système solaire. Et nous croisons un satellite solide en orbite autour de la géante gazeuse. Il s'agit de Triton. C'est un corps solide, mais loin d'être stable. Il est truffé de geysers crachant d'étranges fumées, tels des hauts fourneaux cosmiques. Il parcourt son orbite dans le sens inverse de la rotation de Neptune. C'est un véritable bras de fer cosmique qui se déroule, mais ce satellite tourmenté finira par perdre la partie. La gravité de Neptune exerce une puissante attraction sur Triton qu'elle force à ralentir. Le jour viendra où ce satellite sera réduit en morceaux. Nous avons maintenant vu toutes ces planètes de notre système stellaire, à l'exception de Pluton, qui a été rétrogradé à la catégorie de planète naine. Nous sommes à 8 millions de kilomètres, soit 8 billions de kilomètres de la Terre. Mais ce n'est qu'un saut de puce comparé à l'immensité qu'il nous reste à découvrir. Cette fois-ci, direction l'espace interstellaire. Nous voici à 40 billions de kilomètres de la Terre. Il faudrait 150 000 ans pour faire ce voyage en navette spatiale. Enfin, nous atteignons le système stellaire le plus proche du nôtre. Alpha du Centaure. Pas de planète dans ce système, seulement 3 étoiles. 3 soleils qui tournent les uns autour des autres, se livrant à un perpétuel match nul, attirés et repoussés à la fois par leurs forces de gravité respectives. Si nous étions pris dans leur balai infernal, nous serions catapultés sur l'une de ces étoiles et instantanément gazéifiés à des billions de kilomètres de la Terre. Nous sommes maintenant si loin que pour mesurer les distances, nous ne parlerons plus en kilomètres, mais en années-lumière.
Un rayon de lumière parcourt 10 000 milliards de kilomètres en une année. Nous sommes à 400 000 milliards de kilomètres de notre planète, donc à plus de 4 années-lumière. De telles distances défient l'entendement. À 10 années-lumière de la Terre, voici Epsilon Eridani, une étoile naine orange. Elle possède 2 superbes ceintures d'astéroïdes, de poussière, de glace. Il doit certainement s'y former des planètes, là, juste sous nos yeux. Les astéroïdes et les comètes pullulent dans cette région. Ce spectacle doit être très proche de celui qu'offrait notre système solaire voilà quelques milliards d'années. Toutes ces comètes pourraient transporter des molécules organiques et de l'eau sur des planètes en formation et les ensemencer, comme elles ont peut-être ensemencé la Terre. Ces corps célestes évoluent autour d'une étoile un peu plus petite que notre Soleil. Elle est encore très jeune. S'il y avait une vie dans ce système solaire, elle ne saurait être qu'à l'état embryonnaire. Il doit bien exister quelque part d'autres systèmes solaires ayant atteint une certaine maturité. Mais autant chercher une aiguille dans cette botte de foin cosmique. À 20 années-lumière de la planète Terre, voici Gliese 581, une étoile naine rouge. Elle a sensiblement le même âge que notre Soleil. On a détecté pour l'instant 4 planètes autour d'elle, et l'orbite de celle-ci se trouve juste à la bonne distance. Plus près, l'eau serait portée à ébullition, et plus loin, elle se transformerait en glace. Des conditions idéales pour que la vie puisse s'y développer. Et si par hasard des comètes s'y étaient écrasées avec leur cargaison d'eau et d'éléments organiques? Alors, il pourrait y avoir une forme de vie, des créatures complexes, voire même des civilisations semblables aux nôtres. Dans ce cas, même s'il se trouve à des années-lumière, il pourrait très bien capter nos émissions télé et regarder des programmes diffusés il y a 20 ans sur Terre. Quand les générations futures auront trouvé des moyens de communication susceptibles de couvrir de telles distances, nous serons peut-être en mesure d'en savoir un peu plus. Cependant, il est aussi possible que la vie se soit développée sur cette planète, pour finalement y être détruite. C'est un peu le problème avec les comètes. Si elles peuvent contribuer à la création, elles sont aussi capables de semer la destruction. Les dinosaures en ont fait la cruelle expérience il y a 65 millions d'années. Nous l'avons donc trouvé, notre perle rare, un système solaire relativement semblable au nôtre et qui pourrait être habitable. Mais il ne s'agit là que d'une rencontre fortuite. Il pourrait y avoir des centaines, voire des millions de systèmes solaires comme celui-ci dans l'espace, ou pas un seul. Quant à ceux-ci,
ce n'est pas une étoile. Ni une planète. Ça ne ressemble à rien de ce qu'on a pu voir jusqu'ici. Cette apparition fantomatique à plus de 1300 années-lumière de la Terre, c'est le nuage d'Orion. Un nuage de gaz et de poussière tellement épais qu'il fait écran et nous empêche de voir au-delà. Au cœur même du nuage, une boule de feu en rotation, attirant les poussières et les gaz qui y fusionnent en un immense brasier. Tout comme une étoile, comme notre soleil, mais un soleil miniature. Il y règne une température de plusieurs millions de degrés. L'intensité de la chaleur déclenche des réactions nucléaires identiques à celles qui font briller notre soleil. Elles produisent de l'énergie, des radiations, de la lumière. Une étoile est en train de naître. Ou plutôt, des étoiles sont en train de naître. Le nuage d'Orion est une gigantesque pouponnière d'étoiles. Nous nous étions préparés à voir des choses effrayantes, mais c'est à l'une des plus grandes merveilles de l'univers que nous assistons, la naissance des étoiles. Nous sommes témoins de la naissance du futur univers. Mais peut-être avons-nous parlé trop vite. Des jets de gaz qui explosent et produisent un souffle atteignant 200 000 km/h. Des nuées de gaz et de poussière projetées sur des millions de kilomètres. Un phénomène d'une violence qui défie l'imagination. Mais voyez plutôt ce qu'il en résulte. Une nébuleuse. Un gigantesque amas de nuages de gaz luminescents en suspension. Il n'y a pas de vent dans l'espace. Ils mettront des milliers d'années à se disperser. Cette nébuleuse est immense. Elle a un diamètre de 13 années-lumière. Mais si l'on était impressionné par sa taille, on reste surtout bouche bée devant sa forme. Nous sommes indiscutablement devant un chef-d'œuvre de la nature. On dirait une gigantesque tête de cheval qui se cabre dans l'espace. Les étoiles naissent, puis grandissent, et ensuite, que se passe-t-il? Est-ce qu'elles meurent? Est-ce qu'elles s'éteignent tranquillement ou explosent dans un ultime fracas? Quoi qu'il leur arrive, c'est le sort que connaîtra notre Soleil. Son destin est inéluctable. Près de 4000 années-lumière, plus loin, des nuages étincelants flottant dans l'espace encerclent ce qui fut autrefois une étoile semblable à notre Soleil. Il n'en reste plus que ces nappes de gaz aux couleurs chatoyantes. Elles sont le fruit de la fusion nucléaire qui s'est opérée au cœur de cette étoile. Elle les a libérées quand elle est morte. Les verts et violets sont l'hydrogène et l'hélium, composants de base de l'univers. Les rouges et bleus sont l'azote et l'oxygène, principaux constituants de la vie sur Terre. Il a fallu que des étoiles comme celle-ci meurent pour que nous puissions vivre.
L'oxygène dont nous remplissons nos poumons et l'azote présent dans notre ADN ont été produits par la fusion nucléaire. Et les étoiles qui ont libéré ces gaz sont mortes bien avant la formation de la Terre. Nous sommes constitués de déchets nucléaires stellaires. Au cœur de cet amas de nuages colorés, un fantôme d'étoiles. Une naine blanche. Elle est d'une chaleur extrême. Naine, mais d'une densité phénoménale. Au cours des derniers instants de l'étoile, ces atomes ont fusionné et se sont agglomérés, condensés, à un tel stade qu'une cuillère à café de cette matière pèse plus d'1 tonne. Cet avant-goût du destin de notre Soleil a de quoi faire froid dans le dos. Il se transformera en naine blanche dans 6 milliards d'années et sonnera alors le glas de toute forme de vie sur Terre. Combien d'autres mondes ont existé avant de disparaître sans laisser de traces? Combien d'histoires jamais racontées, de livres cosmiques perdus pour toujours? Mais la plus formidable de toutes les histoires n'a pas encore été racontée. Nous allons remonter dans le temps jusqu'à son tout premier chapitre pour raconter l'histoire de la naissance de l'univers. Voici les résidus d'une étoile morte. Une nébuleuse. La nébuleuse du crabe. Nous sommes maintenant à 6000 années-lumière de notre planète, au beau milieu d'un cimetière d'étoiles. Ces nuages de poussière et de gaz s'étirent sur des milliards de kilomètres. Tout semble mort dans cette nébuleuse. Et si ce n'était que le calme après la tempête? Une formidable explosion a transformé une étoile gigantesque en une nuée de poussière et de gaz. Il s'agit d'une supernova. Au cœur de la tempête, cette étoile qui clignote en tournant à toute vitesse sur elle-même, c'est un pulsar. Le noyau de l'étoile géante s'est considérablement réduit sous l'effet de la force de gravité. Son diamètre ne dépasse pas les 20 km et sa densité est phénoménale. La valeur d'une tête d'épingle de cette matière condensée doit peser plusieurs centaines, voire des millions de tonnes. Plus ce pulsar rétrécit, plus il tourne vite, à l'instar d'une patineuse qui effectue une pirouette et augmente sa vitesse de rotation quand elle ramène les bras le long du corps. Il émet 2 puissants faisceaux de radiation lumineuse à une fréquence de 30 rotations par seconde, bombardant d'énergie la masse nuageuse qui l'entoure. Les radiations émises ici sont encore plus intenses que sur notre Soleil. Si ce pulsar se trouvait à la même distance que le Soleil, il balayerait toute forme de vie de la surface de la Terre. De tous ceux que nous avons vus jusqu'à présent, c'est sans conteste le corps céleste le plus mortellement dangereux. Avant d'entreprendre ce voyage, nous aurions été pétrifiés face à lui. Mais nous savons maintenant que danger et merveille sont indissociables. Les rêves n'existeraient pas sans les cauchemars. Nous ressentons une curieuse impression ici. Un sentiment indéfinissable de malaise, comme une présence maléfique. S'il est un objet que nous voulions éviter, c'est bien celui-là. Il forme un écran circulaire d'une noirceur impénétrable dans l'espace étoilé. C'est le visage de la mort elle-même
que nous contemplons. Un trou noir. Au lieu de se réduire à l'état de naine blanche ou de pulsar, cette étoile a continué à se comprimer jusqu'à ne plus mesurer que quelques kilomètres de diamètre. Elle est maintenant beaucoup plus dense qu'un pulsar et sa force d'attraction est irrésistible. On sait maintenant pourquoi on l'appelle un trou noir. Il a une telle force de gravité que même la lumière y est retenue prisonnière. Cet astéroïde, qui est pourtant constitué de roches solides, s'étire jusqu'à se détacher en morceaux irrémédiablement attirés vers ce gouffre insondable. Dans un trou noir, tous nos concepts habituels perdent leur sens. Le temps et l'espace ne signifient plus rien. Les règles de la physique que nous connaissons ne s'y appliquent pas. L'astéroïde a disparu, mais personne ne saurait dire ce qu'il est devenu. L'état actuel de nos connaissances scientifiques ne nous le permet pas. Il pourrait y avoir des millions de trous noirs dispersés dans notre galaxie. Peut-être même sont-ils plus nombreux que les étoiles qui brillent dans le ciel. Mais si nous pouvions les voir à l'œil nu, eh bien, il serait trop tard. Comme cette étoile, qui petit à petit disparaît en tourbillonnant, aspirée par une bonde invisible. Peut-être même que tout notre univers se trouve à l'intérieur d'un trou noir, qui se trouve lui-même dans un autre univers. Nos cerveaux ont du mal à le concevoir. Mais ce dont nous sommes certains, c'est que notre galaxie est bien plus complexe et recèle bien plus de dangers que ce que nous avions imaginé. Et nous n'avons toujours pas quitté notre galaxie, la Voie lactée. L'immensité de l'univers s'étend bien au-delà encore. Ces merveilles, ces dangers, ces mystères nous attendent. Mais avant tout, il nous faudra trouver par où sortir de la Voie lactée. Nous sommes à 7000 années-lumière de la Terre, au plus profond de notre galaxie. Nous poursuivons notre voyage jusqu'aux confins de notre univers. Il reste encore des millions et des millions d'années-lumière à parcourir. Nous sommes comme dans une forêt épaisse, dont les arbres, tous plus grandioses les uns que les autres, nous captivent par leur beauté et nous empêchent de voir le paysage lointain. Il nous faut pourtant continuer, ne pas succomber à l'envie de s'arrêter pour contempler toutes ces splendeurs qui s'offrent à nous. Comme ce gigantesque nuage luminescent surmonté de ces immenses colonnes de poussière, les piliers de la création. Il se dresse tel un portail au fin fond de la galaxie. Ces piliers sont parsemés de petites protubérances. Il s'agit de systèmes stellaires, de la taille de notre système solaire à l'état embryonnaire. Encore un monument célébrant l'énergie créatrice de la nature. Mais c'est un colosse aux pieds d'argile. Les radiations émises par des supernovas toutes proches le détruisent petit à petit. D'ici quelques millions d'années, il ne restera plus rien de cette immense nébuleuse. Autant dire qu'elle va disparaître en un clin d'œil, à l'échelle du temps astronomique. Captivés par la magnificence de la Voie lactée, nous avons dérivé jusque dans un véritable champ de mines cosmiques. D'énormes nuages de gaz incandescents jaillissent de cette étoile colossale, des millions de fois plus brillante que notre Soleil. Les réactions nucléaires qui l'alimentent perdent graduellement leur intensité. Nous assistons aux ultimes convulsions.
le noyau finira par imploser, ce qui donnera naissance à un nouveau trou noir. Voici une étoile encore plus massive et dangereusement instable. Elle est sur le point de mourir, et quand une étoile de cette taille explose, le choc est 100 fois plus violent qu'avec une supernova. Nos pas nous ont menés jusqu'ici pour assister à la mort la plus violente qu'on puisse imaginer. L'explosion d'une hypernova. Le noyau s'est effondré. Il se transforme en trou noir. L'onde de choc se propage en un formidable bouillonnement et disperse tous les composants de la matière qui entouraient le noyau. L'espace environnant est saturé de radiation mortelle. Toute planète qui aurait la malchance de se trouver dans les parages en subirait les effets catastrophiques. Il y a 450 millions d'années, c'est peut-être un cataclysme semblable qui a provoqué l'extinction de la presque totalité des espèces vivant sur Terre. Hypernova porteuse de mort, comète glacée, planète déchiquetée, naine blanche, géante rouge, la Terre. Autant de gouttes d'eau dans un gigantesque bassin de lumière blanche. Notre galaxie, la Voie lactée. Nous voulions savoir quelle était notre place dans l'univers. Eh bien, voici la réponse. Les civilisations anciennes et modernes, tout être vivant ou ayant vécu, du plus petit insecte à la plus haute montagne, tout cela est invisible. Ça ne représente même pas un minuscule grain de poussière. Nous habitons une petite planète en orbite autour d'une étoile insignifiante. Si elle venait à disparaître, cela passerait totalement inaperçu. Pourtant, nous n'en avons pas encore trouvé une qui puisse la remplacer. Une planète que nous pourrions habiter. Mais quand on voit toutes ces étoiles qui brillent par centaines de milliers, il doit certainement y en avoir une, voire plusieurs, où la vie serait possible. Peut-être ici, dans le grand amas globulaire de la constellation d'Hercule. Dans les années 70, c'est dans sa direction que les astronomes ont envoyé un message indiquant, entre autres, la structure de notre ADN et la position de la Terre dans le système solaire. Mais la distance est telle que ce message mettra 25 000 ans pour y parvenir. Nous n'avons toujours aucun signe de vie extraterrestre. Mais nous n'avons rien trouvé non plus qui rende cette éventualité impossible. Une équation formulée par l'astrophysicien Drake en 1961 vise à estimer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres. Le résultat est tout simplement stupéfiant. Elles pourraient être des millions dans notre seule galaxie. Pour l'instant, nous n'avons pas voyagé ailleurs que dans la Voie lactée. Maintenant, l'occasion nous est donnée d'observer d'autres galaxies,
d'avoir une vue d'ensemble encore plus large, et peut-être même d'obtenir la réponse à la question suprême. Quelle est l'origine de l'univers? Le moment est venu de franchir une nouvelle étape. Partir au-delà de la Voie lactée, traverser les immensités qui séparent les galaxies, voyager dans l'espace intergalactique. Tout ce qui nous était familier est maintenant très loin derrière nous. Nous découvrons un tout autre aspect de l'univers. Ici, l'horizon n'existe pas. Les galaxies les plus proches se trouvent à des centaines de milliers d'années-lumière. Nous croisons les résidus de galaxies mises en pièces sous l'action de la colossale force d'attraction de la Voie lactée. Des galaxies réduites au néant. C'est ce qui se rapproche le plus du vide intégral pouvant se trouver dans l'univers. Mais il ne s'agit pas d'un vide parfait. Il contient quelques fines volutes de gaz et traces de poussière, et autre chose aussi, de la matière noire. Cette fameuse et mystérieuse matière noire qu'on ne peut ni voir, ni sentir, ni toucher, ni même mesurer. Cependant, il est admis qu'elle pourrait représenter 90% de toute la matière qui constitue l'univers. Si la matière noire existe, alors cela signifie que le vide absolu, lui, n'existe pas. Même ici, dans l'espace, nous sommes entourés de matière. Nous supposons qu'elle existe. Elle pourrait être en quelque sorte le liant qui maintient les galaxies, comme celle-ci, le grand nuage de Magellan. À 160 000 années-lumière de la Voie lactée, elle se trouve aux limites de la zone d'attraction de celle-ci. Si cette galaxie ne tourbillonne pas dans l'espace, c'est parce qu'elle est stabilisée par quelque chose d'invisible et de très puissant, la matière noire. Des étoiles, des amas stellaires, des nébuleuses, une fantastique chambre au trésor astronomique. Mais regardez ça, on dirait un collier de perles lumineuses. Une boule de feu, le résultat de l'explosion d'une étoile géante. Il s'agit d'une supernova. Tellement puissante qu'il a été possible d'en observer la lumière à l'œil nu depuis la Terre lorsqu'elle l'a atteinte en 1987. Elle fut d'une telle violence qu'elle a déclenché des réactions nucléaires en chaîne. Les atomes qui la composaient se sont télescopés, se transformant en nouveaux éléments comme l'or, l'argent, le platine. Ces matières sont ensuite éjectées dans l'espace. L'or de l'anneau qui orne votre doigt a été forgé au cœur d'une supernova semblable à celle-ci, il y a des milliards d'années, à des billions de kilomètres. Quand on y pense, il y a de quoi être troublé. Les étoiles, symboles de ce que nous estimons inaccessible, participent directement à notre vie quotidienne. Somme toute, c'est une pensée plutôt réconfortante pour nous qui plongeons dans les profondeurs abyssales du cosmos. Toujours plus loin. Toujours plus vite. Nous remontons encore plus loin dans le temps. Nous dépassons le moment de l'extinction des dinosaures. Puis celui où les premiers vertébrés sont passés de l'eau à la terre. Nous sommes à 2 milliards d'années-lumière de notre planète.
nous nous rapprochons des limites de l'univers et remontons vers le début des temps. Ceci n'est pas une galaxie. Cette lumière est plus intense que celle de plusieurs centaines de galaxies. Un faisceau d'énergie aveuglant qui jaillit sur des millions de milliards de kilomètres. Cette taille phénoménale, cet éclat à nul autre pareil sont les signes d'une puissance inouïe, qui va de pair avec un danger inouï. Cela ressemble à un quasar, la source d'énergie la plus destructrice de l'univers. Si c'en est un, notre voyage risque de se terminer ici, alors que nous sommes si près du but. Il s'agit bien d'un quasar, l'objet le plus puissant et le plus destructeur de tout l'univers. Un formidable chaudron tourbillonnant de gaz incandescent, qui dégage plus de lumière que 1000 galaxies. C'est dans son cœur même que ce monstre puise sa force phénoménale. Un cœur où règnent les ténèbres. Un trou noir d'une dimension colossale, aussi dense qu'1 milliard de soleils. Il aspire des étoiles entières, dont il dévore les gaz, tel un ogre insatiable, jusqu'au dernier lambeau de matière, les faisant disparaître à jamais de l'univers visible. Nous avons vu ce que l'univers avait de pire à nous infliger, les forces destructrices les plus puissantes qu'il pouvait engendrer. La voie est libre à présent. Nous allons bientôt atteindre les limites extrêmes de l'univers. Mais il nous faut aller encore plus loin, encore plus vite, si nous voulons vraiment parvenir au bout de notre voyage. Nous sommes à 8 milliards d'années-lumière de la Terre. Encore des galaxies, mais différentes. Leurs formes sont irrégulières. Elles sont plus petites, moins espacées. Voyez à quoi ressemblent les galaxies. Elles ont presque l'apparence de nappes de plancton flottant dans l'obscurité d'un immense océan. Un spectacle magique. Des nuages de poussière et de gaz, prenant forme en un balai gracieux, s'assemblent pour créer des galaxies embryonnaires. C'est ainsi qu'est née la nôtre. Mais voilà qu'elles disparaissent. Nous sommes remontés jusqu'avant la naissance des étoiles, à l'âge des ténèbres cosmiques. Et juste avant, une lumière, la rémanence d'une gigantesque explosion, celle-là même qui a créé l'univers.
Nous y sommes presque. Ça y est, nous avons atteint notre but. L'extrême limite de notre univers. À 130 000 milliards de kilomètres, il y a 13 milliards et demi d'années. L'instant précis où a lieu le Big Bang, l'événement le plus violent et le plus créateur de toute l'histoire universelle. Le moment fondateur de toute chose ayant jamais existé. Toutes les religions, toutes les civilisations ont tenté d'élaborer un concept autour de ce premier instant. Mais nous ne savons toujours pas ce qui a déclenché cet acte de création, ni pour quelle raison. Voici donc la fin de notre voyage et le commencement de l'univers. Un point infiniment petit, chaud et dense, explose. Cette explosion crée l'espace, le temps, la matière et l'univers lui-même. Quelques instants plus tard, il atteint la taille de la Terre. La lumière émise lors du Big Bang emplit toujours l'univers, sous la forme d'un infime signal radio. C'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile. Il est capté par les antennes de télévision et représente environ 1% de la neige qui se forme sur un écran. Nous repartons en avançant dans le temps cette fois. Tout ce que nous avons vu au cours de ce voyage n'est rien d'autre qu'une gerbe d'étincelles jaillies du Big Bang. Les galaxies, les étoiles, les planètes sont tout simplement des résidus. Nous traversons de nouveau notre galaxie. Puis notre système solaire, pour atteindre cette escarbille qui tournoie dans la lueur rémanente du Big Bang. La Terre, notre planète. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les effets du Big Bang se font toujours sentir. L'univers continue à évoluer. Nous avons dû retourner dans le passé pour voir ce que sera notre avenir. Dans 3 milliards d'années, Andromède, la galaxie géante, entrera en collision avec la Voie lactée, ce qui donnera naissance à une autre galaxie. Mais peut-être y aura-t-il une porte de sortie, un moyen de s'échapper de notre univers moribond. Nos lointains descendants sauront peut-être trouver un raccourci dans l'espace-temps, ce que l'on appelle un trou de verre. S'il existe d'autres mondes, ce tunnel spatio-temporel leur permettrait de fuir le nôtre, voué à la destruction, pour rejoindre un univers parallèle.